êtes nombreux à nous suivre sur Phase Télévision, la chaîne de l'excellence. Bienvenue dans votre émission Grand Sujet, la seule émission qui nous permet d'exploiter le grand sujet d'actualité en République démocratique du Congo. Et c'est là avec des personnalités ressources. Pour ce numéro, nous recevons pour vous l'honorable Fabrice Bandenonga. Il est élu du territoire de Djungu dans la province d'Elituri. Ensemble avec lui, nous allons parler de la situation politique en RDC. D'abord, commençons avec l'état de siège décrété par le président de la République. Tout de suite, je vais dire bonjour à notre invité. Bonjour. Honorable Fabrice Bandenonga, très content de vous recevoir dans notre émission. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, sur ce plateau, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée à ma gauche avec mon très cher confrère Arnold Dita, à qui je dis bonjour. Bonjour. Et à ma droite, je suis avec Jenny Ramazani. Ensemble avec eux, nous allons animer cette émission. Bonjour, honorable. Bonjour. Vous êtes élu du territoire de Djungu, une province où l'état de siège est en vigueur. Comment avez-vous réussi cette mesure prise par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi? Nous n'avons que salué cette mesure lorsqu'elle a été annoncée, d'autant plus qu'elle fait suite à notre demande. Vous êtes sans ignorer qu'il y a de cela à peu près 4 ans, depuis que l'insécurité a commencé dans notre province, et toutes les tentatives de pouvoir mettre fin à cette insécurité qui est l'domicile avaient pratiquement, je ne dirais pas échoué, mais n'avaient pas donné des résultats attendus. Et il y a de cela plus de presque une année depuis que nous avions proposé au président de la République justement de décréter l'état de siège. Mais ces derniers, dans son pouvoir discrétionnel, avaient plutôt jugé d'abord d'envoyer une mission de sensibilisation, laquelle mission était composée de certains fils du coin pour pouvoir sensibiliser les groupes armés à abandonner les armes et à réintégrer la vie normale. Cette mission, malheureusement, n'a pas été couronnée d'un vrai succès. Il ne s'agissait que d'un succès plus ou moins flasque, plus ou moins partiel. C'est là d'autant plus que les tueries continuaient, les exactions continuaient. C'est ainsi que cette fois-ci, après que la ville de Bunia ait été sérieusement, je dirais, attaquée dans ses périphéries, nous avions décidé de passer à la vitesse supérieure. Nous avions décidé de suspendre notre participation aux activités parlementaires. Et cela a été suivi d'une réunion, à la fois avec le président de l'Assemblée nationale, avec le président de la République aussi. À l'issue de ces réunions, le président de la République a pris une décision responsable et courageuse, celle de l'état de siège. Et comme vous le savez, c'est une mesure prévue par les constituants dans notre constitution, à ces articles 85, qui font lire en même temps avec les articles 144 et 145. Il est prévu que lorsque le président de la République estime qu'il y a une menace sérieuse et grave pour la République, touchant notamment l'indépendance et l'intégrité de notre pays, il peut décréter l'état de siège, l'état d'urgence ou même la guerre. Et ici donc, il s'agit de l'état de siège qui est décrété et nous saluons et nous encourageons cette mesure. C'est à Businga, le 10 novembre 1962 qu'est naîtra le lieutenant-général Constant Ndima, originaire de Gadolite-Moba-Imbongo, dans la province du Nord Ubangi. Discret et efficace, il aura eu la palme de bravoure au sein de forces armées de la RDC, où il a gravi 2 échelons en occupant diverses fonctions, d'abord comme chef de section, chef peloton, commandant compagnie, commandant bataillon, chef de la section 3 brigades, commandant secteur opérationnel, commandant région militaire, ensuite chef d'état-major adjoint de forces terrestres, commandant 2e zone de défense, commandant 3e zone de défense, puis chef d'état-major général adjoint, chargé de l'administration et de la logistique. Il débuta ses études militaires à l'école de commandement de compagnie
Diplômé d'école d'infanterie, breveté d'état-major, cet officier taiseux mais efficace a dans ses actifs un diplôme en stratégie de défense au Tchèque, mais également une formation gardien et sécurisation de sinistrés et réfugiés. Marié, père de 9 enfants, sa nomination à la tête du gouvernorat de la province du Nord Kivu, suite à l'état de siège décrété par le garant de la nation, traduit la volonté du président de la RDC, chef de l'État, de mettre fin à cette histoire sombre de massacre de la population de l'Est, afin de permettre aux âmes de victimes de reposer en paix et à la population du Nord Kivu d'ouvrir une page de joie. Licencié en droit économique et social de l'université de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, marié et père de 4 enfants, le lieutenant général Johnny Luboyaka Chama est originaire de Ngandanjika dans la province de Lomami. Discipliné et intransigeant sur les questions essentielles, ce commandant de la première zone de défense a vu le jour le 2 septembre 1965. Nommé gouverneur de la province de l'Ituri par ordonnance présidentielle, suite à l'état de siège décrété dans cette province de la RDC par le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi pour mettre fin à la sécurité dans cette partie du pays de Lumumba, Ekipa Vita, fin stratège, homme efficace et effacé, reconnu d'avoir cette capacité de rapprocher les postures contradictoires en misant sur la dialectique comme arme de la performance, cet ancien chef d'état-major adjoint de la force navale connaît parfaitement cette région avec une expérience avérée et maîtrise également la sociologie du milieu. Au sein des forces armées nationales de la RDC, le lieutenant général Johnny Luboyaka Chama a occupé plusieurs fonctions telles que officier de renseignement de 1997 à 2003, chef d'état-major 6e région militaire Katanga, coordonnateur adjoint structure militaire d'intégration. Fervent catholique pratiquant, en 2014 il sera élevé au grade de général et envoyé au Grand Équateur comme commandant régent. Il a aussi obtenu un diplôme en stratégie militaire au Collège de hautes études stratégiques de la défense tchèque avec une distinction. Outre le Chiluba, Swahili et Lingala, le nouveau gouverneur de la province de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboyaka Chama, parle couramment le français et l'anglais. Honorable, le militaire, le FARDC et la police sont régulièrement cités dans des actes d'atrocité des populations civiles. Ils sont cités également de commettre des trafics de minerais. Pensez-vous qu'au jour d'aujourd'hui, puisqu'ils sont dans la commande des institutions au niveau provincial, cela ne va pas occasionner une exacerbation de faits qu'ils commettent déjà bien avant? Parce que la société civile déjà sonne l'alarme à cet effet. Non, l'armée, c'est l'armée de la République, c'est l'armée du peuple congolais. Et donc, quels que soient les défauts qui se trouvent dans notre armée, nous ne pouvons pas rejeter notre armée. Et donc, nous disons que nous avons une armée responsable et capable de mener des opérations, mais nous disons en même temps qu'il y a aussi des brebis galeuses dans l'armée. Il y a aussi des fils égarés dans l'armée qui peuvent se comporter de manière indigne par rapport aux lois de la République et par rapport aux normes militaires. Et nous avons évidemment aussi certains indices sur le terrain, parce que des fois on retrouve les éléments de groupes armés avec les mêmes tenues des FARDC. Ça suppose qu'il y a quelque chose de flou qui se passe. Nous ne pouvons pas ici affirmer, parce que nous n'avons pas, je dirais, des preuves matérielles certifiées par rapport à ça, mais je me dis, il y a dans cette République un renseignement militaire. Et donc l'armée est incorporée à son sein avec tous les services capables de dénicher tout ce qui ne se comporte pas bien et tout ce qui serait complice ou même traître au sein de l'armée. Et donc je pense que ceux qui ont mérité la confiance des chefs de l'État, nous ne pouvons pas les remettre en cause.
On estime qu'ils ont été choisis sur base des valeurs, et sur base aussi de leur expérience. Nous croyons qu'ils pourront faire un bon travail et nous croyons qu'ils pourront nous aider justement à dénicher toutes ces personnes mauvaises infiltrées au sein de notre armée que nous aimons bien. En tant que député national, est-ce que des mesures d'encadrement ont été prises après le décrétement de cet état de siège au niveau de l'Assemblée nationale jusque-là? Évidemment, l'ordonnance elle-même annonce déjà certaines mesures pour ce qui concerne la posture à prendre par les autorités civiles qui sont dans une sorte de congé, je vais dire, temporaire, et à ce qui concerne les libertés pendant 7 ans, à ce qui concerne le respect de la loi pendant 7 ans, malgré que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Mais il faut dire que cette mesure n'a pas encore été débattue comme telle au sein du Parlement. Je pense qu'on a donné comme ça cette chance que la chose soit faite comme telle. C'est pour 30 jours. Après 30 jours, en principe, on doit faire recours au Parlement pour une éventuelle prolongation. Et je crois que c'est pendant ce temps-là, si dérapage il y aura le temps de nettoyer, de réadapter les choses, si et seulement si la nécessité de prolonger cette mesure va se poser. Honorable, dans ce contexte que le président de la République a arrêté le temps de siège, comment entrez-vous en relation avec votre base? Parce que c'est là que ça se passe, il y a de sérieux problèmes qui se passent là-bas. Vous êtes élu, vous êtes ici à Kinshasa. Maintenant, quand le moment viendra d'ici là, vous serez en mesure d'aller là-bas pour aller rencontrer vos bases, des choses qui se passent normalement dans notre pays. L'état de siège n'a pas interdit aux députés d'aller en vacances parlementaires. Ça n'a rien changé par rapport à nos activités parlementaires. Il n'y a aucune restriction par rapport à nos activités. Il y a seulement une mesure qui a été dite que les immunités sont plus ou moins remises à cause pour la personne qui serait détectée comme complice des groupes armés. Mais à part ça, rien n'a changé. Hein. Dans les fonds, c'est toutes les lignes. Nous sommes en contact avec nos bases. Et lorsque le temps arrivera pour que nous puissions aller en vacances parlementaires, nous allons nous adresser aux autorités qui sont là pour notre arrivée et pour notre sécurité, comme cela a toujours été des coutumes. Et je pense même que ça sera plus renforcé parce que tout sera militarisé. Mais alors, honorable, de manière définitive, il y a eu des tractations, il y a eu des démarches, il y a eu des commissions spéciales engagées au niveau des contrées qui sont touchées par l'insécurité. Pensez-vous réellement que la décision prise par les chefs de l'État, cette fois-ci, est la meilleure pour relever les défis et éradiquer définitivement ces groupes armés? Ou bien il faut aller par là pour en arriver à d'autres décisions à venir? Bon, moi je pense que c'est l'une des décisions à laquelle il fallait finalement arriver. D'autant plus, je rappelle à l'attention de l'opinion, pour ceux qui ne le connaissent pas, il ne s'agit pas de la première mission du chef de l'État, comme je l'ai dit au départ. Il s'agit de la deuxième mission. La première, elle a été celle de sensibilisation, celle de pacification, sans les coups d'armes. Mais il s'est fait que cette approche n'a pas vraiment produit des résultats attendus. Les résultats n'ont été que partiels, alors que nous avons besoin d'une paix définitive, d'une paix durable. C'est ainsi que, voyant ces exactions persister, sur notre demande, le chef de l'État a pris cette décision que je qualifie de courageuse, et que je qualifie aussi de salutaire, parce que je crois à ça. Je crois à ça, et j'accorde à cet état de siège toutes les chances de réussir et de nous remettre la paix dont nous avons vraiment besoin pour le moment et pour le développement de notre très chère province. Si cette stratégie ne marche pas, on envisagerait une autre. On n'en est pas à la fin. Parce que je me souviens, nous avons une jurisprudence vers les années 2003, alors que le pays était en proie de la rébellion, à peine le pays venait d'être pacifié, le président sortant avait à son temps accepté qu'une force multinationale puisse venir en appui. Et nous avons vu des contingents français, mais aussi pakistanais pour le code de la MONUSCO, mettre fin à toutes les aventures qu'il y avait en Outtouria. Et donc nous avons encore d'autres solutions en vue. Mais ici, je me réjouis de sorte que nous avons une armée à laquelle nous pouvons placer la confiance et de laquelle nous pouvons entendre des résultats satisfaisants. Et comment donc les communautés ont accueilli ça au niveau de la base, les communautés différentes? Comment ils ont accueilli ça? Très bien, très bien. Peut-être à part les tirés de ficelles ou ceux qui ont les armes, mais tout le monde a bien accueilli.
Nous avons vu des enfants, nous avons vu des femmes, nous avons vu des vieillards, nous avons vu des jeunes gens applaudir le jour où cette décision a été prise. Parce qu'à celui qui a affamé, il ne faut amener que les paix. Hein? À celui qui a affamé, il faut amener les pains. Et à celui qui a les troubles, il faut amener la paix. Et là, le président de la République a pris une mesure qui pourra éventuellement nous amener la paix dont nous avons vraiment besoin. Et donc, la population a très bien accueilli, pour ce qui concerne la province de l'Ituri, la société civile, les différentes communautés représentées chez nous par l'INADI, toutes les autres, la jeunesse, nous-mêmes, les élus du peuple, à l'unanimité d'ailleurs, avons très bien accueilli cette décision. Honorable, merci. Nous quittons le secteur des sécurités pour aborder avec vous la vie parlementaire. Vous êtes député national, élu du territoire de Djougou en Ituri. Vous avez été candidat lors des dernières élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Parlons de cette élection qui a marqué les esprits, honorable. Quelles ont été les motivations? Pourquoi avez-vous préféré postuler au perchoir de l'Assemblée nationale? C'était les derniers niveaux, honorable. Qu'est-ce que vous voyez dans ça? Il fallait animer quelque chose qui ne marchait pas? Ou bien il y a des ambitions que l'opinion aimerait découvrir aujourd'hui? Ah, vous venez de parler de l'ambition. Évidemment, les ambitions, comme le courage, sont de vertu en politique, pour ceux qui lisent les maîtres politiques. Et donc, c'était au-delà des ambitions. C'était une véritable volonté de servir la République. J'aime la République démocratique du Congo. Je me vois, j'envie vraiment être un homme d'État digne de son nom, qui travaille pour l'intérêt supérieur du peuple et qui travaille avec tout le respect des lois de la République, mais aussi avec la dignité que doit avoir un homme d'État. Et donc j'avais cette ambition, et j'ai cette ambition, cette ferme ambition, je le répète et je l'ai toujours dit, de servir ma République que j'aime bien. Et pour cette fois-là, j'avais visé les prêchoirs de l'Assemblée nationale pour pouvoir servir le peuple au travers les élus, parce que c'est un poste stratégique pour les grandes décisions pour ce qui concerne le peuple. Et donc, j'ai une vision claire et je ne doute pas de mes capacités de le faire. Et cette vision, elle est bénéfique pour le peuple. Je m'assieds. Et donc, c'est partie remise, c'est une partie remise. Nous avons essayé, ça n'a pas marché. Mon vieux Mbosso est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Je le soutiens, je l'appuie. Avant, j'avais dit dans mon histoire précédente que je le respectais. Mais aujourd'hui, je peux ajouter au respect, je l'appuie, parce que je vois l'approche est plutôt bonne. Et lorsque quelque chose est bien, il faut l'accepter. Lorsque quelque chose est bien, il faut l'accepter. Je ne le dis pas par rapport à quelqu'un, je ne dis pas que c'est bon par rapport à qui, mais je dis qu'il travaille bien, il est à l'écoute du peuple, il est à l'écoute des députés et il essaye de résoudre à son point les préoccupations des députés. Et je crois que nous avançons bien. Honorable, vous êtes député national. Pouvez-vous nous dire ce qu'est un député et que peut être un député? Le député national est une personne, un élu, national comme provincial, ce sont les élus. Ce sont des personnes qui incarnent certaines valeurs, certaines capacités et que le peuple a jugé bon de les porter haut pour être leur voix au niveau des institutions. Et ce sont des personnes rares. C'est une perle, je vais le dire, contrairement à ce que les commerces de motels disent. Parce qu'il s'agit là de chercher 500 personnes parmi 100 millions à peu près. Le rapport est de 1 sur 200 000. Vous voyez? Imaginez-vous que le stade des Martyrs est construit pour 80 millions, 80 000 personnes. Et vous remplissez 2 stades des Martyrs pour chercher une personne. Et c'est ça l'élu du peuple. Il a pour mission de voter les lois. Il est l'autorité budgétaire aussi. Il a pour mission de contrôler l'exécutif, de contrôler les services des établissements publics de l'État. Voilà autant de rôles du député. Il est le porte-parole du peuple. Il fait la connexion entre la population et les institutions. Et donc, c'est une personne plutôt qu'il faut protéger, qu'il faut aimer. C'est l'ami du peuple. De tous les pouvoirs politiques, c'est le pouvoir le plus proche du peuple. C'est lui qui écoute et c'est lui qui explique
au peuple ce qu'il y a. Quand nous allons à vacances parlementaires, nous faisons des restitutions, mais nous recueillons aussi les doléances du peuple pour les ramener ici en termes de rapports de vacances parlementaires. Et donc je peux vous dire que ce n'est pas un travail facile. Un député digne de son nom ne se repose presque pas. Il est à la fois professeur, il est à la fois étudiant, il est à la fois chercheur, il sait beaucoup de choses à la fois. Hein? Donc, parce que lorsque je me rends à ma base, pour mon peuple, je suis tout. C'est moi le ministre de la Santé. Il a un problème par rapport à la santé, il me pose. C'est moi le ministre de l'Infrastructure. Il a un problème de facile, il me pose. C'est moi le ministre de la Défense. Il a un problème de sécurité, il me pose. Vous voyez cette charge-là. Et donc moi, je pense que ce sont des personnes que la population doit aimer. Il faut extirper de l'esprit de la population cette mauvaise pensée qui consiste à croire que le député n'est que là comme quelqu'un qui bouffe gratuitement l'argent de la République. C'est faux. C'est un travail très lourd. C'est une très grande responsabilité si on veut le faire comme un vrai député. Mais si on veut s'aventurer, on peut aussi s'aventurer. Honorable Fabrice, quel peut être le rôle d'un député national dans la consolidation de la jeune démocratie congolaise? Vous parlez de la consolidation de la démocratie congolaise. La démocratie est une mode de gestion basée essentiellement sur le respect des textes. Quand il n'y a pas la loi, quand il n'y a pas le respect des textes, il n'y a pas de démocratie. Or, le faisait de la loi, c'est les députés. C'est pourquoi, par exemple, ici, dans le cadre de cette session, nous devons, par exemple, voter la loi électorale. Nous devons retoucher la loi organique concernant, par exemple, le fonctionnement de la CENI. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, je peux dire que ce n'est pas pour rien qu'on appelle le palais du peuple le temple même de la démocratie. C'est le socle de la démocratie. Sans les députés, on ne peut pas parler de la démocratie. C'est l'élément moteur, l'élément central de la démocratie. Dans la pratique, la démocratie est vécue dans la fonction Assemblée nationale et dans la fonction des députés, vous qui êtes maintenant en plein mandat. La démocratie, chez nous, elle existe. Elle est aussi vécue, mais elle n'est pas peut-être parfaite, mais n'est pas aussi peut-être parfaitement vécue. Mais néanmoins, elle existe. Je vous rappelle que nous sommes au 3e cycle électoral dans ces pays, à 2006, à 2011 et à 2018. Et donc, il y a une marche démocratique. Nous faisons des pas démocratiques. Et bientôt, peut-être à 2023, on pourra en avoir le 4e cycle de la démocratie. Donc, on peut donner la mention combien sur 100? S'il faut donner une mention. Moi, je peux parler de 60%, je peux parler de 60%, 70%. Bon, non, 60%. Nous évoluons plutôt bien. La retombée, c'est par rapport aux attentes de la population, ce qui s'est fait au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez député national, en rapport avec les déshydratats de la base. Est-ce que vous incarnez, vos efforts au niveau de l'Assemblée nationale incarnent réellement les préoccupations de la population? Déjà 2 ans et demi, 3 ans. Je peux vous dire la main sur le cœur que si tout dépendait des députés, ce pays sera déjà très développé. Je vous dis, par exemple, pour ce qui concerne la sécurité, ça fait 2 ans depuis que nous créons l'insécurité en Ituri. Nous avons des textes, nous avons des images, nous avons fait beaucoup de déclarations. Mais ce n'est pas à nous de prendre les armes et d'aller. Il y a un ministère, il y a un service public de l'État qui est l'armée, il y a le ministère de la Défense, il y a le ministère de l'Intérieur. Il y a tous ces gens qui doivent se mettre ensemble pour décider qu'est-ce que nous faisons par rapport à ce que ces gens-là disent. Ils peuvent le faire rapidement, ils le peuvent faire tardivement. Et là, ce n'est plus nous. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Et donc, je vous dis, si tout dépendait des recommandations des députés, ce pays sera très loin. Nous devons reconnaître qu'il y a une certaine léthargie. Nous devons reconnaître qu'il y a une certaine, je dirais, négligence. Nous devons reconnaître qu'il y a une certaine distraction ou certaine marque de volonté de la part des gens qui sont à l'exécutif, qui doivent prendre des décisions pour ce qui concerne la politique quotidienne de la République. Justement, vous avez la possibilité de sanctionner l'exécutif qui n'arrive pas. Mais... Je vous ai dit que nous avons une jeune démocratie qui a des problèmes. Il faut être honnête. Je suis un homme honnête. Des fois, pour des raisons politiques, certaines actions de contrôle parlementaire sont des fois bloquées. On doit être honnête et il faut que nous soyons au-delà de ça. Il faut que nous soyons capables de dire, vous êtes de mon parti politique, c'est bien, nous sommes de la même famille politique, c'est bien,
Mais si vous ne faites ce qui ne raconte pas l'intérêt du peuple, ce qui ne contribue pas à l'avancement de la République, on vous sanctionne. C'est à cela que nous devons arriver. Et ça, il faut reconnaître que nous sommes encore plus ou moins loin de ça. Et nous croyons que nous allons faire de plus en plus de pas. Honorable Fabrice, vous êtes député national, élu de Djungu. Quelle est votre relation avec votre famille politique vis-à-vis des enjeux de l'ère? Non, je suis en bonne relation avec ma famille politique. C'est-à-dire que quand vous avez déposé votre candidature en tant que président de l'Assemblée nationale, c'était par rapport à votre ambition personnelle ou c'était par rapport que votre parti politique qui vous a engagé? L'arrêt de la Cour constitutionnelle a consacré les caractères non impératifs du mandat de député. J'étais parti sur base de cet arrêt à un homme libre pour postuler. Mais bon, toutes ces questions ont été déjà vidées. Nous sommes à bon terme avec ma famille politique, il n'y a pas de problème. Député national de votre État, certainement vous appartenez à une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Parlez-nous de vos apports autour de ce qui se passe au niveau de votre commission. L'opinion aimerait savoir, honorable Fabrice Bandenonga contribue dans la commission dans tel domaine, déjà ce que vous avez déjà à faire et quelles sont les difficultés rencontrées autour des travaux parlementaires jusqu'à là. Je suis de la commission environnement, tourisme, ressources naturelles, développement durable. Je suis membre de cette commission-là. Et depuis que je suis dans l'Assemblée, je fais de certains secteurs ma priorité. Il y a quelques mois, j'étais très déçu parce que j'étais en train de voir que mes efforts étaient vains, d'autant plus qu'aucune de mes revendications n'a été prise en compte. Mais je peux vous dire qu'actuellement, je commence à être un homme heureux parce que je me rends compte que la plupart de mes recommandations que j'ai formulées, que ce soit dans la commission, que ce soit dans les plénières, que ce soit dans les différentes déclarations politiques, dans différents cadres où nous apparaissons, ont été majoritairement prises en compte dans les programmes du gouvernement. Ça, j'en suis fier, je suis très content. Et je fais notamment de la sécurité de l'Est mon cheval de bataille. Et aujourd'hui, dans les programmes du gouvernement, la sécurité de l'Est apparaît justement au tout premier point. Et c'est pour ça que j'ai voté comme un chèque blanc ces programmes de gouvernement, quand j'ai vu que la sécurité en était la principale préoccupation. Je fais de la situation de Sokimo, la situation de la vie de Sokimo, qui est notre société, je dirais naturelle. La Sokimo, ex-Kilomoto, est à cheval entre la province de l'Ituri et la province de Haut-Ouélé. Il s'agit d'une société qui, à son temps, a boosté la Gécamine, le GA Gécamine, qui a boosté l'Amiba. Il s'agit d'une société qui a utilisé beaucoup de personnes venues de partout ailleurs dans la République démocratique du Congo. Et cette société est à faillite. Elle est tombée à faillite vers les années 80. Certaines parties de cette terre ont été même amodiées, passées entre les mains de plusieurs sociétés étrangères, sans impact visible sur le terrain. Et Kilomoto a signé plusieurs contrats, dont un seul a été productif, celui avec Ibali Gold en province de Haut-Ouélé. Mais malheureusement, Sokimo n'a pas vraiment profité des dividendes. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer, et cela a d'ailleurs alimenté la presse ici il y a quelques jours, que Sokimo est à procès avec Kibali Gold au niveau du tribunal de commerce. Et que les avoirs de Kibali Gold seraient même gelés pour les contraindre à payer Sokimo. Et lorsque je vis la relance de Sokimo à côté de Miba et de Gécamine, ainsi de suite, dans les programmes du gouvernement, cela m'a consolé. Et donc je vois que nos efforts n'ont pas été vains, ça commence à produire des fruits. Et vous n'êtes pas sans ignorer que, délégué par notre caucus, le collègue de Raza, Achule, qui est un ex-agent de Sokimo, député national aujourd'hui, ainsi que moi-même, avons fait notre plaidoirie au niveau du ministère de la Justice, au niveau des autorités pour arrêter la vente des immeubles de Sokimo qui était déjà programmé, arrêté par une décision de la justice. Et ce sont donc là les chevaux de bataille. J'ai aussi beaucoup travaillé pour ce qui concerne
la zone libre d'échange continentale en Afrique. L'avènement de la zone libre d'échange continentale en Afrique, récemment signé, Ratifié également. voté au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, et qui va être très bientôt mise en application. Pour être franc avec moi-même, j'estimais qu'il était très tôt pour nous d'aller démonter dans ce train-là, parce que nous ne sommes pas suffisamment préparés. J'estimais qu'il a fallu pour nous assainir d'abord les secteurs économiques pour pouvoir, je dirais, favoriser les investissements, produire nous-mêmes, pour nous-mêmes, avant d'exporter. Mais honorable, lorsque les amis, les collègues députés, vos collègues députés disent qu'il fallait être à l'intérieur de la charnière pour se montrer fort, il ne fallait pas rester à l'extérieur du système. Il n'y avait pas opportunité. Je ne vais pas remettre ici les choses en cause, d'autant plus que la loi est votée. Mais je vous présente ce qui étaient mes analyses. Nous sommes en majorité. Vous pouvez dire quelque chose si elle est rejetée par la majorité. Nous sommes en démocratie. Vous pouvez émettre une idée. Si elle est rejetée par la majorité, vous subissez la décision de la majorité. Moi, j'avais des idées par rapport à ça. Pour moi, je disais qu'il fallait d'abord se préparer. Il s'agit de la loi du marché. Vous ne pouvez pas aller au marché sans rien. Et là, donc, nous avons fait une politique d'aller faire l'entraînement sur les rings. C'est là. Les autres sont préparés à la guerre, ils produisent, ils sont prêts à ramener les produits vers nous. Nous n'avons même pas encore assaini notre espace économique, notre espace d'investissement. Nous avons encore beaucoup de problèmes par rapport aux taxes et aux impôts dans cette République. Et lorsque le ministre... Alors, écoutez, je suis en train de venir, mais la loi est votée. À ce titre, comme un homme d'État, je ne peux qu'accompagner cette nouvelle vision, cette direction qu'a prise la République. Je ne peux qu'accompagner. Avant, je le disais pour que ça soit retardé un peu, mais c'est parti. Et comme c'est parti, j'ai dit qu'il s'agit d'une notion transversale qui va impliquer beaucoup de ministères, notamment le ministère de l'Agriculture, commençons d'abord par le commerce extérieur, l'agriculture, pêche et élevage, l'industrie, toutes ces choses-là, avec d'autres ministères d'appui, notamment celles des infrastructures, mais aussi de l'énergie. Parce que vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas d'industrie, vous n'avez pas d'infrastructure, vous n'avez pas de routes, vous ne savez pas évacuer vos produits. Et les industries, nous devons transformer. Nous devons produire pour nous-mêmes et pour être capables d'amener sur les marchés qui nous attendent. Et toutes ces choses, il faut les faire à vitesse de croisière. Il faut les faire très rapidement. Et quelle sera la contribution du Parlement, puisque vous êtes député, dans les cas échéants? Nous attendons que le ministre sectoriel puisse nous proposer des réformes, puisse nous proposer ce que nous pouvons faire pour eux, pour faciliter l'avènement, pour nous rendre aptes d'aller vers ça. Parce que je sens que nous n'avons rien. Hein. Tout ce que nous produisons dans ces pays actuellement, c'est peut-être les minéraux, des matières minérales peut-être. Dans les secteurs miniers, nous avons quelque chose. Le bois, on ne contrôle pas. Les riz, ça vient d'ailleurs. Les huiles viennent d'ailleurs. Tout vient d'ailleurs. Le poisson, tout nous consomme. Nous sommes un marché des autres. Et c'est ridicule pour un grand pays comme ça. Et c'est dans ce cadre-là aussi, dans notre commission, avons travaillé sur la loi Moutiri, modifia le code, modifia la loi sur l'agriculture pour essayer d'assouplir un peu les choses afin de faciliter les investissements pour que nous puissions réellement produire. C'est ridicule. Un pays aussi vaste, un pays qui a toutes les potentialités, que nous soyons réduits au marché des autres. Et ça, ce sont des choses que nous devons résoudre le plus rapidement possible. Et les ministres sectoriels ont la charge de travailler, et réellement de travailler, pour que dans une année, nous soyons réellement un pays qui donne aussi aux autres autant que les autres nous donnent. Voilà, honorable Fabrice, parlons de la responsabilité d'un député national au sein de l'Assemblée nationale en rapport avec la difficulté de sa base. Est-ce que honorable Fabrice aujourd'hui incarne réellement les aspirations de sa base? Je dis oui, je suis en parfaite harmonie avec ma base. Je suis un fidèle porte-parole de ma base. Jusque-là, je n'ai pas encore marché en dehors de leurs convictions. Et vous savez, il y a une erreur qui s'est glissée dans les matals congolais, dans les communs des mortels. Ça consiste à prendre les députés comme celui qui doit faire les projets de développement au sein de la communauté. Vous m'avez demandé le rôle des députés. Je ne vous ai pas dit que les députés ont pour rôle de construire les écoles, de construire les ponts, de construire les routes. Non, ça c'est le rôle du gouvernement.
Et c'est pour ça que nous avons des ministères spécifiques pour répondre à l'entendement du peuple. C'est lui qui a les moyens. Et ça, il faut que ça soit clair. Le député n'a pas les moyens de gouvernement pour le peuple. Le député a ses émoluments, à la limite ses primes. Mais c'est lui à qui on donne les moyens de l'État pour rejoindre l'entendement du peuple, pour contribuer au bien-être de la population, parce que l'État doit avoir pour objectif la paix, le bien-être de la population. C'est lui qui les fait, c'est le gouvernement. Ce gouvernement, il est au niveau central, ce gouvernement, il est aussi au niveau provincial, géré par le gouverneur. Ce sont ces gens qui ont les moyens de l'État. Ce sont ces gens qui peuvent répondre au développement dans leur secteur et dans leurs entités. Il ne s'agit pas des députés. Et il faut que ça soit clair. Il ne faut pas qu'on dise, parce que tel député n'a pas construit les centres de santé, on ne va plus les réélire. Ça ne se justifie pas. Ça n'entre pas dans le rôle du député. Le rôle du député, c'est ce que je fais. Je rentre, je fais mes rapports parlementaires, mes récits parlementaires, je prends les aspirations du peuple et je les amène. Je sanctionne celui qui ne veut pas marcher selon les entendements du peuple. Je contrôle à la fois les budgets, mais aussi les services et les établissements publics de l'État. Tels sont, à quelques mots, les rôles révolus reconnus par les députés, considérablement reconnus par les députés. Ce n'est pas exécuter la politique courante, non, non. Nous avons trois pouvoirs, je vous rappelle. Nous avons un pouvoir législatif, c'est nous qui faisons les lois, les contrôles, tout. Nous avons le pouvoir exécutif, et c'est ceux-là qui mènent la politique quotidienne du pays. Ce sont eux qui doivent répondre quotidiennement aux besoins de la population. Et enfin, nous avons le pouvoir judiciaire qui vient comme arbitre pour recadrer les choses au cas où il y a des rapages. Honorable Fabrice, quelle est la vraie cause de la pauvreté dans notre pays et quelles sont les solutions que vous avez en tant que député national? La vraie cause de la pauvreté dans notre pays, je dirais que manque de conscience. Tout simplement. Donc, je me dis, il suffit dans ces pays de trouver des hommes d'État conscients de ce qu'ils sont et conscients de ce qu'ils ont. Tout peut changer dans cette république en rien. Il faut ajouter à cette conscience une dose de rigueur, tant à la production qu'à la consommation, à l'entrée comme à la sortie de l'argent de la République. Il faut de rigueur. Il y a beaucoup d'argent de la République qui entre dans la poche des individus. Tout simplement parce que le contrôle est flasque à l'entrée, mais aussi à la sortie. Et il faut être rigoureux à l'égard de ceux qui manipulent l'argent de la République. Il faut trouver des hommes qui ont des visions pour les placer. Ce n'est pas très compliqué. Moi, je me dis aujourd'hui, si c'était moi le conseiller principal du gouvernement, j'allais leur dire, comme l'a fait le Premier ministre, et ça j'acclame, parce que là nous avons marché vraiment sur les mêmes ondes. Oui, il faut commencer par la sécurité. Sans la sécurité, il n'y a rien. Sans la sécurité, il n'y a pas de travail. Sans la sécurité, il n'y a pas de déplacement. Sans la sécurité, il n'y a rien. Il faut que l'autorité de l'État s'affiche sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et je crois que cela est possible. Nous devons avoir le contrôle périmètre par périmètre de toute l'étendue de la République du Congo. Après ça, il faut ouvrir les routes, les infrastructures. Donner les routes partout jusqu'au fond. Les Congolais connaissent se débrouiller parfaitement. Rendez-lui la circulation libre. Il faut travailler à sorte que les coûts de transport baissent dans cette République. Que ce soit les transports aériens, que ce soit les transports terrestres, que ce soit les transports fluviaux. Les ministres sectoriels doivent travailler dans ce sens-là. Il faut booster le secteur de l'agriculture. Et c'est là où je rejoins les chefs de l'État. Parce que lorsque quelqu'un a la paix, quelqu'un a la nourriture pour manger, et quelqu'un il a la facilité d'évacuer ses produits, le reste c'est fini. Il peut envoyer son enfant à l'école, il peut faire tout. Tout commence par là. Il faut à côté de cela, bien sûr, avoir de bonnes infrastructures de santé. Parce qu'au centre de tout, c'est l'homme. L'homme doit être à paix,
l'homme doit manger, l'homme doit être en bonne santé pour produire. Vous voyez? C'est là la base de tout. Et tout passe bien sûr par l'éducation. Il faut assainir nos universités. Il faut réformer les choses. Il faut abolir les antivaleurs. Il faut de la rigueur dans la formation et dans l'enseignement pour produire des hommes qu'il faut et des femmes qu'il faut. Donc, moi, je pense que ce ne sont pas des choses très compliquées. Il suffit d'avoir des hommes consciencieux et de les mettre à la place qu'il faut. Tout peut aller. Et il faut la justice. Machiavel a dit que la République a deux fondements principaux. L'armée et la justice. Ça rejoint mon premier volet de développement. Les gages de développement, c'est la paix et la sécurité. Si vous n'avez pas l'armée, si vous n'avez pas une police forte, si l'autorité de l'État n'est pas affichée, si vous n'avez pas une bonne justice, pas une justice sentimentale. Parce qu'il y a des problèmes dans ces républiques, peut-être les gens ne les disent pas. La population souffre en amont comme en aval. En amont, il y a des hommes politiques qui détournent l'argent de la population. Et en aval, il y a des faux magistrats qui infligent des amendes exorbitantes, qui prononcent des jugements faux au nom de la souveraineté et de l'indépendance, mais qui font de l'injustice une mode de vie au sein de la justice. Et ça devient un problème. Parce que lorsque la justice n'est pas bonne, chacun va chercher à se faire justice. Toutes ces choses, il faut les corriger. Donc il y a lieu de planter des corps pour que la République puisse démarrer. Et c'est à ça que ceux qui a tous les chefs de l'État doivent travailler. Parce qu'un homme d'État a pour objectif le bien-être de la population. C'est un serviteur de la population. Et c'est en servant bien cette population qu'il est aussi hissé en valeur, qu'il est aussi honoré au milieu de son peuple. Ce n'est pas en faisant mal au peuple que nous allons nous tirer de la gloire auprès des gens. Et c'est pourquoi je crains que si les gens ne changent pas, qu'un grand homme finisse ses jours en prison. Honorable, nous citons déjà vers la suite de notre émission, mais nous avons une rubrique que nous vous demandons respectueusement de faire ça avec nous. Vous allez regarder la caméra, fixer vers la caméra. Vous parlez en 40 secondes. Comment entrevoyez-vous l'avenir de la RDC et la vie de sa population? Vous regardez la caméra, à cœur ouvert, et les Congolais vous suivent. Vous savez, la RDC est un pays de miracles. Et moi, je crois à ces miracles qu'un jour, la RDC pourra avoir une vie radieuse, paisible. Mais nous devons reconnaître que nous avons encore beaucoup d'efforts à faire et à fournir. Je dis bien nous. Il ne s'agit pas ici d'un individu. Nous ne devons pas voir le problème de développement comme le problème des chefs de l'État, comme le problème des membres du gouvernement, comme le problème des députés. Il s'agit de nous. Il y a un élément important qui doit intervenir de la tête jusqu'au dernier, les changements de mentalité. J'ai toujours donné cet exemple simple, à passer à limiter. Il y a les passerelles, et en dessous des passerelles, les gens traversent en train de risquer la mort. Ça, c'est un problème de mental. Il faut que l'homme congolais change. Et j'ai rejoint ce qu'a dit le président de la République sortant. Il dit, je n'ai pas réussi à changer l'homme congolais. Il reconnaît ça comme l'un de ses échecs. Et j'ai dit aussi, l'actuel a le même défi à relever. C'est lui de transformer l'homme congolais. Afin qu'il fasse la différence entre la chose publique et la chose privée. Mesdames, Messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre sur FAS Télévision, la chaîne de l'excellence. C'était là
la première livraison de votre émission Grand Sujet. Continuez à nous suivre, qui avait le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau l'honorable Fabrice Bandenonga. Il est le lieu de Djungu dans la province de l'Ituri, à qui nous disons un grand merci d'avoir accepté notre invitation et je crois que ce n'est pas la dernière fois. À moi de vous remercier. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro.